En une seule nuit, le fleuve Sahel s'est figé, comme si la mémoire hydrique du Burkina Faso se contractait brutalement. En ordonnant la fermeture de vannes longtemps contrôlées par des intérêts étrangers, Ibrahim Traoré transforme un geste technique en fracture politique, inversant les rapports de force entre Ouagadougou et plusieurs capitales occidentales. Que signifie vraiment cette rupture pour celles et ceux qui dépendent de cette eau pour travailler, se nourrir et simplement tenir debout chaque jour? Et si cette décision sur un fleuve devenait l'onde de choc la plus inattendue de l'histoire récente du Sahel? Ce récit ne cherche pas seulement à décrire la fermeture d'un fleuve, il promet de montrer pourquoi cet acte, en apparence hydraulique, redéfinit l'équilibre d'un pays dont l'eau conditionne la stabilité économique, la cohésion sociale et la capacité à maîtriser son avenir. Le bénéfice central, comprendre ce que change réellement la souveraineté hydrique, tient en 10 mots et oriente toute la suite, mesurer les risques immédiats pour mieux saisir les leviers structurels qui émergent après la rupture. Dans les heures suivant l'annonce, deux peurs contradictoires se déploient. Crainte internationale d'une déstabilisation régionale, inquiétude intérieure face aux infrastructures vulnérables héritées des opérateurs étrangers. Ce contraste forme un premier signal. Ce qui semble une manœuvre politique est en réalité un basculement institutionnel aux répercussions multiples. Et au cœur de cette tension, une question reste suspendue. Jusqu'où un pays peut-il aller pour transformer un acte de rupture en architecture durable, surtout lorsque chaque étape technique, chaque décision diplomatique et chaque mobilisation intérieure peut altérer profondément la trajectoire du Burkina Faso. La révélation initiale apparaît avec une précision inattendue. En 2020, plus de 80% des recettes liées à l'eau du Burkina Faso étaient captées par des entreprises étrangères, un chiffre longtemps relégué aux rapports techniques. À cette donnée s'ajoute une autre pièce décisive. Les technologies hydrologiques clés brevetées en Europe plaçaient l'ensemble du système sous dépendance extérieure, de la captation des données au module de pompage. Ces deux éléments, réunis dans les premières heures après la fermeture des vannes, expliquent pourquoi la décision d'Ibrahim Traoré ne peut être lue comme un simple ajustement administratif, mais comme la réaction logique à une architecture de contrôle enracinée depuis des décennies. À Ouagadougou, la publication de documents internes révèle l'étendue du problème. Capteurs reliés à des serveurs européens, logiciels impossibles à modifier localement, données hydrométéorologiques validées à distance. La souveraineté hydrique apparaissait ainsi comme une catégorie théorique dépourvue de moyens techniques réels. Dans les chancelleries occidentales, la rupture est immédiatement perçue comme une menace pour l'équilibre régional du Sahel. Les gouvernements évoquent une possible déstabilisation et certaines institutions évoquent déjà l'hypothèse de sanctions économiques. Cette lecture internationale repose sur une crainte principale, la perte d'un modèle de gestion post-coloniale qui assurait jusqu'ici une forme de stabilité contrôlée. Mais sur le terrain, le mouvement est inverse. Les réactions locales, manifestations spontanées, prises de parole d'étudiants, mobilisation de communautés rurales, traduisent un souffle différent, celui d'une reconquête perçue comme nécessaire. Pour beaucoup, l'arrêt du fleuve ne symbolise pas une provocation diplomatique, mais une réparation face à un système imposé de l'extérieur depuis trop longtemps. Ce contraste entre vigilance internationale et espoir intérieur constitue le véritable cœur de la séquence. Il dévoile une question lourde, encore ouverte. Si une nation récupère le contrôle technique de son eau, peut-elle transformer cette autonomie naissante en socle durable, malgré les pressions géopolitiques qui cherchent à en limiter la portée? Un acteur discret émerge dès les premiers instants. Un ingénieur hydraulique d'Ouagadougou, membre des équipes dépêchées pour inspecter les barrages immédiatement après la fermeture des vannes. Sur le terrain, lui et ses collègues découvrent ce que les documents laissaient seulement deviner. Des capteurs connectés à des serveurs européens, des logiciels verrouillés par des licences étrangères, des protocoles de régulation impossibles à modifier localement. Cette vision technique, presque clinique, montre à quel point le système hydrique reposait sur des couches de dépendance invisibles pour la majorité de la population. Un peu plus loin, dans un quartier périphérique animé,
une commerçante offre un autre miroir de la rupture. Les fluctuations de l'approvisionnement en eau, décidées ailleurs, rythmaient depuis des années l'ouverture de son stand et la stabilité de ses revenus. Le jour où l'annonce a été faite, elle raconte comment les habitants sont sortis discuter spontanément, non pas pour célébrer un geste spectaculaire, mais parce qu'ils avaient l'impression de voir pour la première fois une injustice souterraine enfin nommée et affrontée. Ces deux regards, l'un profondément technique, l'autre ancré dans le quotidien, éclairent la portée réelle de la décision. Il montre que l'impact n'est ni abstrait ni lointain. Il touche les tuyaux, les pompes, les circuits de données, autant qu'il touche les marchés, les foyers, les rythmes de travail. Et à ce stade très précoce, une conséquence s'esquisse déjà pour le pays, lorsque les systèmes matériels et les vies ordinaires convergent autour d'une même faille révélée. La question n'est plus « que s'est-il passé ?», mais « que peut-on reconstruire maintenant ?» Tout bascule lorsque le gouvernement burkinabé annonce officiellement la suspension de l'ensemble des accords liés à la gestion du fleuve Sahel. L'acte est bref, sec, sans marge d'interprétation. Il marque l'instant précis où la rupture cesse d'être théorique et devient opérationnelle. Quichua. À partir de cette décision, un premier mouvement se déclenche. Les équipes nationales, ingénieurs, techniciens, soldats, sont déployés sur les barrages pour sécuriser les infrastructures. Chaque site doit être inspecté, verrouillé, protégé d'éventuelles interventions extérieures. Les documents publiés quelques jours plus tôt servent alors de fil conducteur. Brevets détenus par une société suisse, capteurs connectés à des serveurs étrangers, données hydrologiques traitées depuis l'Europe. Ces éléments, soudain exposés, justifient l'urgence de reprendre la main. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit de près l'évolution de l'opération, conscient que la moindre faille technique peut être exploitée par les acteurs opposés à la rupture. Cao Trao. La réaction internationale est immédiate. Plusieurs gouvernements européens condamnent l'acte et parlent ouvertement de sabotage. Les États-Unis expriment leurs inquiétudes. Le FMI gèle un prêt destiné à moderniser les infrastructures hydrauliques. Les entreprises européennes impliquées dans le système annoncent la suspension de leurs opérations. En quelques heures, un vide technique se forme. Absence de maintenance, indisponibilité des logiciels propriétaires, interruption des communications avec certains modules hydrologiques. Ce vide représente la crise la plus aiguë de la séquence. Cependant, le contraste intérieur frappe autant que la pression extérieure. Rassemblements spontanés, slogans improvisés dans les quartiers, prise de parole étudiante, mobilisation des communautés rurales. Pour une part importante de la population, le geste présidentiel devient un point de bascule historique, une occasion d'effacer un héritage jugé trop lourd. Dans cette tension entre risque matériel et espoir national, la fermeture des vannes acquiert une dimension symbolique qui dépasse largement son registre technique. Duchamp. Les jours suivants voient s'ouvrir une phase plus complexe, la reconstruction. Les ingénieurs nationaux doivent réorganiser les circuits d'irrigation, remplacer les modules dépendants de serveurs européens, rétablir les chaînes de pompage. Chaque réparation révèle un nouveau nœud de dépendance hérité du passé. Chaque avancée montre qu'une autonomie réelle exige davantage qu'un geste politique. Elle requiert des outils, des compétences, des protocoles, une infrastructure pensée pour fonctionner sans supervision extérieure. À l'international, les analyses se multiplient, articles, rapports, prises de position diplomatique. Beaucoup évoquent une possible crise économique. Certains alertent sur la fragilité du Sahel. D'autres soulignent que l'acte du Burkina Faso pourrait créer un précédent, un modèle potentiellement imité par des pays confrontés à des mécanismes similaires. Au fil de ces journées tendues, la rupture prend une autre forme. Elle devient un révélateur. Ce n'est plus seulement l'eau qui s'arrête, mais une manière entière d'organiser la souveraineté. Et derrière ce mouvement, une question persiste, lourde, insistante. Si un pays a le courage de rompre, peut-il aussi soutenir l'effort de reconstruire ? La ligne de départ est claire. En 2020, plus de 80% des recettes hydriques du Burkina Faso étaient captées par des entreprises étrangères, un niveau de dépendance financière qui dépassait largement les estimations publiques. La fermeture des vannes provoque alors un déplacement brutal. La totalité des flux revient à l'État burkinabé, mais sans les outils nécessaires pour en assurer la gestion immédiate.
Ce basculement illustre une réalité simple. Récupérer une ressource ne garantit pas de pouvoir la contrôler pleinement. Un second indicateur, tout aussi structurant, porte sur les technologies. Une société européenne détenait les brevets couvrant les dispositifs essentiels, pompes, capteurs, logiciels de régulation, jusqu'en 2025, verrouillant toutes les possibilités de modification locale. Cette contrainte technique explique pourquoi les ingénieurs nationaux, dès les premières heures, se retrouvent face à des systèmes impossibles à reconfigurer sans accès aux serveurs étrangers. Le blocage n'est donc pas seulement matériel, il est structurel. Le troisième chiffre éclaire la dépendance informationnelle. Les données hydrométéorologiques cruciales étaient traitées et validées via des satellites situés hors du Burkina Faso, rendant impossible toute prévision indépendante. Sans contrôle direct des mesures, aucune stratégie hydrique cohérente ne pouvait être menée. Ce manque d'autonomie transformait chaque décision en pari limité, dépendant des opérateurs extérieurs. Ces trois chiffres, mis côte à côte, composent le cœur du diagnostic que suit Ibrahim Traoré au moment où la rupture devient effective. Ils ne relèvent pas de la spéculation politique. Ils décrivent l'ossature d'un système où la souveraineté n'était plus qu'une façade juridique dépourvue de contenu technique. Et cette structure, enracinée dans des décennies de contrats successifs, explique la violence mécanique du choc ressenti après la fermeture. À mesure que les équipes nationales avancent, les implications de ces données prennent une forme tangible. Chaque pompe contrôlée depuis l'étranger nécessite un remplacement. Chaque logiciel verrouillé impose un développement local. Chaque chaîne de mesure externalisée oblige à créer un réseau national autonome. Les ingénieurs décrivent une réalité logistique exigeante. Les techniciens expliquent que la réorganisation demande une synchronisation permanente entre sécurité, maintenance et continuité de l'approvisionnement. Les responsables territoriaux redoutent que la moindre panne puisse provoquer des tensions dans les zones rurales déjà fragilisées. Pourtant, un autre mouvement se forme en parallèle. Ce que certains percevaient comme un effondrement imminent devient progressivement un espace de reconstruction. Au-delà des risques immédiats, les données révèlent quelque chose d'essentiel. L'arrêt du fleuve expose un système incohérent, mais offre aussi une opportunité de bâtir une architecture hydrique cohérente, lisible et maîtrisée. Et c'est ici que se referme le second Curiosity Loop, ouvert à P5. Les conséquences techniques ne sont pas un accident de parcours, mais le prix direct de décennies de dépendance cachée. Et derrière ce constat, une interrogation monte, structurante. Si chaque chiffre identifie une faille, chaque faille peut-elle devenir un point d'appui pour reconstruire un modèle totalement autonome ? Deux lectures, toutes deux solides, structurent le débat autour de la fermeture des vannes du fleuve Sahel. La première, portée par les partisans de la rupture, considère que la décision était inévitable. Les données révélées dans les semaines précédentes, captation de plus de 80% des recettes par des entreprises étrangères, technologies clés verrouillées par des brevets européens, traitement des données hydrologiques depuis des satellites extérieurs, forment un socle factuel difficile à contourner. Pour ce camp, continuer sous ce modèle revenait à maintenir une dépendance structurelle dont aucun État ne peut durablement s'accommoder, surtout lorsqu'il s'agit d'une ressource vitale comme l'eau. La fermeture apparaît donc comme un geste de souveraineté visant à réparer un déséquilibre historique et à créer les conditions d'un contrôle technique réel. La seconde lecture, plus prudente et souvent relayée par les gouvernements occidentaux ou les institutions financières internationales, souligne que rompre aussi brutalement comporte des risques immédiats. Le gel du prêt du FMI, la suspension des opérations par plusieurs entreprises européennes et les inquiétudes exprimées par différentes chancelleries démontrent qu'une rupture technique peut s'accompagner d'une pression économique forte. Ce camp argumente que fermer les vannes sans disposer d'alternatives opérationnelles complètes pourrait fragiliser l'approvisionnement en eau, ralentir les activités agricoles et créer un vide technique difficile à combler dans un contexte régional déjà instable. Placées côte à côte, ces deux positions ne s'annulent pas. Elles dessinent un espace critique dans lequel se joue l'avenir du pays. Les partisans de la rupture s'appuient sur des preuves tangibles d'un système déséquilibré. Les critiques rappellent les coûts potentiels d'un tel renversement dans un environnement géopolitique tendu.
Le point de convergence, pourtant peu formulé, réside dans la nature même des faits. Les chiffres révélés montrent qu'un statu quo n'était plus viable, tandis que les réactions internationales prouvent que la reconstruction devra s'opérer sous pression. Ainsi se forme le Stillman, une décision justifiable sur la base des preuves, mais traversée d'un risque réel qui exige une adaptation stratégique continue. Un glissement silencieux survient. À ce stade, l'attention ne se porte plus seulement sur la fermeture des vannes, mais sur l'apparition d'une nouvelle structure, la création d'une autorité fluviale nationale chargée de reprendre l'ensemble des fonctions auparavant éclatées entre opérateurs privés et accords hérités. Ce changement institutionnel, souvent décrit comme symbolique à l'étranger, représente pourtant une rupture profonde dans l'organisation du pouvoir hydrique. Il recentre la gouvernance sur une entité unique, ancrée dans l'appareil d'État, et traduit une volonté d'aller plus loin que l'acte initial décidé par Ibrahim Traoré. Dans le même temps, la perception internationale évolue. Ce ne sont plus seulement les aspects techniques qui inquiètent, mais la consolidation politique que pourrait entraîner la réorganisation. Certains observateurs y voient un précédent africain, un modèle susceptible d'inspirer d'autres pays du Sahel confrontés à des mécanismes similaires de dépendance hydrique. À l'intérieur du Burkina Faso, les manifestations changent elles aussi de nature. Elles ne se limitent plus à un soutien spontané. Elles expriment désormais une revendication plus large autour de la justice sociale, de la souveraineté et du refus d'un héritage historique considéré comme pesant. Le midpoint surgit ici. La rupture n'est plus un moment, elle devient un cadre. Les effets de la reprise du fleuve Sahel se déploient désormais dans 4 directions majeures, chacune révélant une partie distincte de l'impact né de la décision initiée par Ibrahim Traoré. Ces dynamiques ne suivent pas un ordre linéaire. Elles s'entrecroisent, se renforcent ou se heurtent et dessinent un paysage où les conséquences matérielles, sociales et géopolitiques évoluent simultanément. 1. Niveau national. Cohésion intérieure les naines. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans plusieurs villes de province, l'effet le plus visible est d'abord collectif. Pour beaucoup de citoyens, la fermeture des vannes ne représente pas un acte technique, mais une correction longtemps attendue face à une gestion extérieure perçue comme injuste. Les marchés, les écoles et les quartiers populaires témoignent d'un même élan, le sentiment d'avoir repris possession d'une ressource vitale. Les communautés rurales, particulièrement vulnérables aux fluctuations imposées par des opérateurs étrangers, voient dans cette rupture la possibilité d'une stabilisation future fondée sur un contrôle national direct. Cette cohésion, bien que fragile, fonctionne comme un amortisseur face aux tensions économiques annoncées. 2. Dimension technique. Reconstruction de l'infrastructure, DN. Le retrait brusque des opérateurs européens laisse derrière lui un vide immédiat. Les équipes d'ingénieurs, de techniciens et de soldats doivent intervenir sur les barrages, reconfigurer les circuits d'irrigation et remplacer les modules dépendants de serveurs étrangers. Chaque composant révèle une dépendance héritée, chaque réparation demande une coordination précise. Cet effort représente un défi lourd, mais ouvre aussi un espace inédit, l'occasion de bâtir un système hydrique reposant sur des compétences nationales et sur des partenariats africains capables d'offrir des alternatives techniques viables. La reconstruction devient ainsi un laboratoire où se testent les capacités autonomes du pays. 3. Niveau diplomatique. Pression et réajustement. ND. À l'extérieur, les réactions sont plus abruptes. L'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières expriment publiquement leurs inquiétudes, redoutant une déstabilisation régionale. Le gel du prêt du FMI et la suspension des investissements européens témoignent d'une volonté de contenir les effets de la rupture. Pour certains acteurs internationaux, la décision burkinabé risque de créer un précédent susceptible d'encourager d'autres États du Sahel à remettre en cause leurs accords sur les ressources stratégiques. Cette dimension diplomatique devient un champ de tension où chaque prise de position peut remodeler l'équilibre des alliances. 4. Niveau Huvuk, Vaitro Moichon Sahel, KV. Dans l'espace sahélien, le Burkina Faso occupe soudain une place centrale. Le Mali, le Niger et d'autres pays du voisinage
suivent de près l'évolution de la situation, observant si la transition pourra être tenue malgré la pression internationale. Pour certains dirigeants, l'acte apparaît comme un exemple de courage politique. Pour d'autres, il constitue un risque majeur susceptible d'accroître l'instabilité régionale. Cette nouvelle visibilité transforme la souveraineté hydrique en symbole politique, un élément capable de redéfinir la manière dont les pays du Sahel envisagent leurs ressources essentielles. À travers ces 4 dimensions, une réalité se dessine. La rupture ne se contente pas de redistribuer les cartes, elle redéfinit le jeu lui-même. 3 trajectoires possibles émergent pour les mois à venir, chacune façonnée par les tensions techniques, diplomatiques et sociales mises en lumière depuis la fermeture des vannes du fleuve Sahel. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles offrent un cadre permettant de comprendre comment les dynamiques actuelles pourraient évoluer entre 6 et 12 mois. 1. Scénario de base, stabilisation progressive. Dans cette trajectoire réaliste, les effets du gel du prêt du FMI, des réactions européennes et du retrait des opérateurs étrangers se stabilisent peu à peu. Les programmes d'infrastructure lancés au niveau national commencent à produire des résultats visibles, stations de pompage réactivées, circuits d'irrigation consolidés, supervision locale renforcée. Les partenariats africains, déjà évoqués dans les discussions régionales, fournissent un appui technique ciblé. La croissance reste fragile, mais une cohésion intérieure tenace amortit les chocs externes. Cette trajectoire n'efface pas les difficultés. Elle montre simplement qu'un chemin de continuité est possible, à condition de maintenir la coordination technique et la discipline institutionnelle. 2. Scénario optimiste, effet de levier régional. Dans cette version, la décision du Burkina Faso devient un point de départ pour d'autres États du Sahel. Certains pays réévaluent leurs propres accords hydriques ou miniers, inspirés par la capacité burkinabé à reprendre le contrôle d'une ressource stratégique. L'Union africaine facilite alors un cadre de coopération. Échanges technologiques, mutualisation de compétences, gouvernance partagée sur certains bassins fluviaux. De nouveaux investissements intra-africains émergent comme alternatives aux financements occidentaux suspendus. Dans ce scénario, la rupture hydrique n'est pas seulement un acte de protection, elle se transforme en modèle continental d'autonomie. 3. Scénario pessimiste, pression accrue et fragilité prolongée. Ici, les réactions internationales se durcissent. L'Union européenne, les États-Unis et certaines institutions multilatérales renforcent leurs sanctions ou prolongent les suspensions d'aide. Le pays doit alors affronter des pénuries de biens essentiels, une inflation renforcée et un retrait plus large d'investisseurs. La fragilité du Sahel ouvre un espace à des ingérences extérieures, parfois via le soutien à des forces d'opposition cherchant à déstabiliser le gouvernement. La reconstruction devient difficile, longue et vulnérable aux chocs successifs. Clé de lecture, une recommandation de pensée. Quel que soit le scénario, une constante demeure. La souveraineté hydrique n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Raisonner à moyen terme permet de dépasser l'urgence apparente et de comprendre que la valeur d'une rupture se mesure dans sa capacité à ouvrir un horizon durable. Les répercussions de la reprise du fleuve Sahel ne se lisent pas seulement dans les analyses diplomatiques ou les rapports techniques, elles se ressentent dans la manière dont différents publics comprennent, craignent ou accompagnent la transition. Chaque groupe regarde l'événement depuis son propre horizon avec des attentes et des inquiétudes qui ne coïncident pas toujours. Groupe A. Ceux qui vivent au rythme de l'eau, pour les habitants qui dépendent directement des infrastructures hydriques, agriculteurs, commerçants, foyers urbains, la question essentielle reste la continuité. Ils veulent savoir si les systèmes hérités pourront être remplacés à temps et si l'approvisionnement suivra malgré la réorganisation en cours. Leur lecture n'est pas idéologique, elle est quotidienne, concrète, faite de canaux, de réservoirs et de pompes qui ne doivent pas s'arrêter. Ils espèrent que la rupture ouvrira un cycle de stabilité plutôt qu'une succession de pannes difficiles à absorber. Groupe B, ceux qui observent l'enjeu structurel africain. À l'échelle du continent, certains analystes voient dans cette décision un cas d'école sur la souveraineté des ressources. Ils scrutent les réactions occidentales, les positions des pays voisins
et les mobilisations populaires pour évaluer si un nouveau cadre de gestion peut émerger. Pour eux, l'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il interroge la capacité des nations africaines à reprendre le contrôle de leurs leviers vitaux. Groupe C. Ceux qui lisent l'événement comme une réparation historique. Une partie du public, au Burkina Faso comme ailleurs, perçoit la rupture à travers le prisme de la mémoire coloniale. Ils y voient un moment de réaffirmation, une tentative de briser une structure considérée comme imposée et durablement injuste. Ce groupe observe moins les détails techniques que le poids symbolique. La possibilité pour un peuple de reprendre la maîtrise de ce qui conditionne sa dignité. À travers ces trois regards, une même question circule. Comment transformer un acte politique en mieux vivre concret ? Pour que la rupture engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devienne un socle durable plutôt qu'un moment fragile, une série d'étapes structurées s'impose. Elles ne prétendent pas résoudre immédiatement l'ensemble des difficultés, mais offrir une architecture de transition capable de consolider l'autonomie hydrique sans rompre l'équilibre social déjà sous pression. Réhabilitation technique, reprendre possession du matériel. La priorité consiste à remettre en état les barrages, les stations de pompage et les réseaux d'irrigation. Les équipes nationales doivent remplacer ou adapter les composants dépendants des serveurs étrangers afin de réduire la vulnérabilité technique. Ce travail demande une planification serrée et des indicateurs réguliers pour mesurer la montée en capacité. 2. Coopération régionale. Stabiliser le cadre sahélien. Une gouvernance commune entre les pays du Sahel peut atténuer les tensions frontalières et renforcer la solidarité dans la gestion des ressources partagées. Des mécanismes de coordination, même limités, contribueraient à réduire les risques diplomatiques et à institutionnaliser la souveraineté retrouvée. 3. Inclusion locale. Transformer à la rupture en dynamique sociale, impliquer les communautés rurales et urbaines dans la gestion des infrastructures permet d'assurer une transition acceptée et compréhensible. Les comités locaux d'eau, soutenus par des techniciens régionaux, réduisent le risque d'incompréhension et favorisent une appropriation collective. 4. Résilience économique. Limiter l'effet des pressions extérieures. Le pays doit développer des alternatives internes. Agriculture durable, services locaux, diversification de la production. Ces efforts atténuent l'impact des retraits d'investissement et réduisent la dépendance aux institutions financières extérieures. 5. Indicateurs de pilotage. Vérifier la solidité du modèle. La performance des infrastructures, le contrôle des données hydrologiques et la stabilité de l'approvisionnement doivent être suivis régulièrement. Ces repères permettent de décider rapidement, sans attendre que les difficultés s'accumulent. Ainsi se ferme la troisième boucle de curiosité. La rupture n'a de valeur que si elle construit une autonomie mesurable. L'ingénieur d'Ouagadougou, face aux capteurs verrouillés depuis l'étranger, et la commerçante dont le quotidien dépendait d'un approvisionnement décidé hors du pays, reviennent naturellement au premier plan lorsque l'on cherche à comprendre ce que la rupture a réellement déclenché. Leur expérience révèle la zone la plus intime de la décision initiée par Ibrahim Traoré, celle où la technique rencontre la vie ordinaire, où une faille invisible devient une vérité vécue. Ces deux figures n'ont jamais tenu de discours politique. Elles n'ont pas cherché à symboliser quoi que ce soit. Pourtant, c'est à travers leurs gestes simples, réparer une pompe, rouvrir un stand, discuter avec des voisins, que se lit le sens profond de la reprise du fleuve Sahel. Ce sont ces scènes, discrètes mais tenaces, qui disent ce que aucune déclaration diplomatique ne peut exprimer. La possibilité pour un peuple de se remettre debout en reprenant le contrôle de ce qui conditionne son existence. À leur manière, elles dessinent un fil conducteur. La souveraineté n'est pas un mot abstrait, mais un mouvement qui commence dans les mains de ceux qui n'ont jamais cessé de porter le pays. Et c'est ce fil, tissé de fragilité et de volonté, qui donne à la rupture sa portée la plus humaine. L'histoire du fleuve Sahel ne se résume ni aux vannes fermées, ni aux débats diplomatiques qu'elle a suscités.